Bonjour et bienvenue sur Nyon Région Télévision pour un nouveau rendez-vous d'actualité. L'usine à gaz sera au cœur de cette édition avec le projet d'agrandissement et de rénovation qui a été approuvé, mais également avec différentes manifestations qui s'y tiendront prochainement. Et puis ce sera aussi le thème de notre débat. Mais tout d'abord, à l'aube des élections communales, l'actuelle municipalité de Nyon a tiré son bilan de législature, un bilan qui se veut avant tout positif, même si tous les projets n'ont pas pu être menés à bien. Je vous propose d'écouter Daniel Rosla, le syndic de Nyon. Probablement que la prochaine municipalité... Alors on peut dire que le bilan de la municipalité pour la législature qui s'achève est excellent. Il y a vraiment beaucoup de points positifs. Il y a un bémol, c'est le développement du projet phare du cœur de ville qui n'a pas pu avancer autant qu'on le voulait. Mais les 17 projets emblématiques sont concrétisés ou en voie de l'être ou en tout cas ont reçu un signal suffisamment positif pour qu'on puisse considérer qu'on est sur le bon chemin. Les déceptions, c'est par rapport au projet cœur de ville. On souhaitait un chef de projet pour développer Martinez qui a été refusé par le conseil communal. Le chauffage urbain aussi, mais je dirais que c'est un lot de contrariété qui est parfaitement supportable par rapport à l'ensemble de tous les projets qui ont été concrétisés, non seulement des projets emblématiques de la législature, mais également plein d'autres projets qui sont arrivés. Et si on regarde le bilan, ça veut dire tout ce qui fonctionne bien, tout ce qui a été réussi. Évidemment, si on le met en comparaison des échecs, on peut être que très satisfait du résultat. C'est gratifiant. Les plus grandes satisfactions, il y en a de deux ordres, ce sont des projets concrétisés, réalisés, même ceux qui datent d'il y a très longtemps, dont on parle depuis des années, que ce soit le skatepark ou l'auberge de jeunesse, ou tout le projet de planification scolaire avec une part pour le social et pour le sport. Donc oui, ça c'est des éléments qui sont très gratifiants. Et puis il y en a d'autres, ce sont des éléments qui sont plus éphémères, moins marquants peut-être dans la durée, mais qui font rayonner Nyon loin au large de ses frontières. Je pense à la visite du Conseil fédéral en 2013, la réception pour le conseiller fédéral Parmelin, la sortie d'un livre ou les titres de bourgeois d'honneur à André Borschberg ou des mérites citoyens qui ont été attribués à 3 belles personnes. On va revenir sur ce bilan de législature avec vous, Rodolphe Henner. Vous êtes journaliste au quotidien de la Côte. Bienvenue. Bonjour, merci. Vous partagez cet optimisme de Daniel Rosla? Écoutez, il faut faire la part des choses. Bien sûr, il y a un optimisme à avoir. C'est une équipe sous l'impulsion de Daniel Rosla qui travaille beaucoup. Il n'y a jamais eu autant de préavis portés. Daniel Rosla, c'est un vrai initiateur de projet, c'est un vrai chef, un entrepreneur. Donc, ce qu'on peut dire qui est certain, c'est que ça travaille. Après, on est en période électorale, il ne faut quand même pas manquer d'oublier les critiques de la droite parce que c'est un petit peu le jeu du moment. C'est vrai, il y a des projets phares comme le Martinez, un grand projet de quartier derrière la gare qui n'a pas beaucoup avancé, comme la place Pertan. Alors, c'est actuellement un des grands sujets de l'élection. Un de ces regrets, il le soulève, Daniel Rosla, c'est cœur de ville, notamment. Oui, alors, ce Martinez et cette place Pertan s'intègrent aujourd'hui dans un nouveau concept de cœur de ville, mais c'est vrai que ce concept vient englober une nouvelle chose, alors que Martinez, Pertan, on en parle quand même depuis longtemps, et ça a été dans leur programme de législature. Comme l'a dit Daniel Rosla, il y a des querelles politiques qui ont fait qu'ils n'ont pas pu engager un chef de service pour développer tel ou tel projet. C'est pas aussi facile que ça, la politique, mais une chose est certaine, on ne peut pas leur reprocher de ne rien faire à Nyon. Voilà, restez avec nous, Rodolphe, parce qu'on va continuer à parler avec vous donc de l'usine à gaz, notamment ce bilan de législature qui avait été tiré avant que le conseil communal ne vote sur le crédit pour l'agrandissement et la rénovation de l'usine à gaz. 16 millions de francs qui ont passé la rampe, de quoi satisfaire la municipalité pour qui ce projet était primordial. Un préavis finalement approuvé à une large majorité. Énorme soulagement pour le président de la commission, Patrick Boux. On l'écoute. Oui, la réponse du conseil communal a été oui. En tant que président de la commission qui ne demandait pas l'unanimité, puisque nous avions un membre qui n'avait pas fait de rapport de minorité, mais qui n'avait pas signé le rapport, mais la commission demandait effectivement à ce que le conseil vote oui, et à ma grande satisfaction, le conseil a suivi la commission et je suis content. L'enjeu du vote, au fond, était assez simple. Il s'agissait de décider si oui ou non nous voulions construire cette fameuse deuxième salle pour laquelle un crédit pour un concours d'architecture avait déjà été fait en 2010.
2011 et un crédit d'études avait été voté, sauf erreur de ma part, en 2013 par le conseil communal. Et là, nous étions au crédit de réalisation, donc si oui ou non, finalement, nous voulions faire cette fameuse deuxième salle. C'est vrai que le score m'a étonné, on n'a que 28 non, ce qui est assez surprenant. Je m'attendais à un vote beaucoup plus serré. Je pensais que ça passerait, mais à quelques voix près, peut-être 4 ou 5. Et là, on a eu un vote très clair. Mais je crois que c'est le vote finalement du pragmatisme. Cette salle était déjà sur les chemins depuis un petit moment. Il fallait continuer. Ce fameux préavis concernait effectivement uniquement les murs. Maintenant, on a vu que la grande partie du débat s'est fait sur l'exploitation. On a vu qu'il y avait quand même pas mal de mécontentement sur ce que les gens espéraient de ce lieu, de cette usine à gaz. Et c'est vrai que la municipalité va aussi devoir travailler sur cet aspect-là, notamment avec la nouvelle convention qui sera faite avec l'association. Et là, on attend, je pense, effectivement de la municipalité qu'elle aille dans le sens aussi de ce qu'a voulu la commission, de ce qu'a voulu le conseil, c'est-à-dire une salle qui soit vraiment pour tous et pas juste pour un type ou deux types de spectacles. Le conseiller Karcher a demandé la parole. Alors Patrick Boux l'a souligné, il a été surpris par l'ampleur du résultat, vous aussi? Oui, bien sûr, il faut être surpris par ce score. C'est beaucoup de différences, alors que ça fait 3 mois, 4 mois qu'on entend ici et là que tout sera serré, que ça pourrait capoter au dernier moment, que des alliances pourraient se faire. Alors, ce score, il est intéressant parce qu'il est si fort qu'il devrait empêcher, ou tout du moins couper l'herbe sous les pieds de potentiels référendaires, en tout cas issus du Conseil. Avec un score pareil, lancer un référendum contre ce vote à 16 millions va être compliqué, bien que la société civile peut aussi décider d'agir. Alors il y a un autre débat qui prend place maintenant, c'est justement, Patrick Boux l'a également évoqué, la gestion future de l'usine à gaz. Il faut du changement? Alors c'est très difficile à dire parce que c'est vrai que ça fait des mois que dans les bistrots, partout à Nyon, on parle de cette problématique de la gestion et de la programmation de l'usine à gaz, parce que Pierre-Yves Schmitt, son directeur, est là depuis 20 ans. C'est vrai que 20 ans, c'est beaucoup. Mais on lui reproche tout et rien à Pierre-Yves Schmitt. On lui reproche d'être trop pointu, après d'être trop grand public. C'est un directeur, c'est un programmateur qui a un cahier des charges à tenir aussi. Ce n'est pas forcément un métier facile. Faut-il du changement ? Peut-être bien. Ce que je trouve qui est intéressant, c'est que pendant ces débats, et la presse locale l'a beaucoup révélé, on a crevé l'abcès. C'est-à-dire que tous les doutes à l'égard de Pierre-Yves Schmitt ont été posés. On a fait des articles qui étaient peu complaisants à son égard. Il s'en est défendu. Je pense que ce débat qui a eu lieu a été vraiment bénéfique pour le vote et pour la création de cette usine à gaz. Eh bien, l'usine à gaz, on va continuer à en parler puisque ce sera le thème de notre débat tout à l'heure. Une bonne nouvelle pour votre télévision, pour Nyon Région Télévision qui est en bonne voie. Il s'agit, vous le savez, d'obtenir un financement de la part de différentes collectivités publiques. Nyon était la première commune à se prononcer et elle a donné le là. C'est à une très large majorité que le législatif nyonnais a décidé de soutenir NRTV. Et Régis Joly, le président de la commission, revient sur ce vote. En disant que dans le cadre de la municipalité avait soumis un préavis en visant un crédit de fonctionnement de 240 000 francs pour pérenniser l'activité d'NRTV suite au premier sauvetage qui s'était fait l'été dernier, et également un crédit de 60 000 francs pour des investissements en matériel pour cette nouvelle ou la continuation de cette activité. Et le Conseil, effectivement, a voté à une très large majorité le préavis municipal, donc m'est avis que vous allez continuer encore très longtemps à travailler. La Commission s'est très rapidement trouvée unanime sur la position qu'elle a défendue. Les explications qui ont été transmises par la municipalité et par le chef de projet NRTV ont été tout à fait satisfaisantes. Et la question se posait dès lors plus. L'ensemble de la commission, tout parti confondu, était favorable. Après, le travail d'information au sein des différents groupes politiques a peut-être mis en évidence un certain nombre de questions auxquelles nous n'aurions pas répondu et qui font que certaines personnes n'ont pas été soit convaincues, soit pas totalement satisfaits des réponses et donc se sont soit abstenues, soit n'ont pas voté. Le soutien de la commune de Nyon est
important et primordial, mais effectivement ne suffit pas. Ce que le conseil communal, certaines personnes ont posé d'ailleurs la question ce soir, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe si Nyon n'est pas suivi. Donc maintenant on attend avec impatience le résultat du vote de la commune de Gland, du conseil communal de Gland. Et puis la municipalité nous a aussi informé, la municipalité s'entend le président de Communion, qui est également le syndic, nous a confirmé que d'autres communes avaient été approchées, que des accords d'intention avaient d'ores et déjà été transmis et qu'à partir du moment où NRTV poursuivait son activité, ce qui va être vraisemblablement le cas si Gland dit oui d'ici la semaine prochaine, les autres communes de la région vont également être apportées et à ce moment-là, le budget complet de fonctionnement tel qu'il a été présenté dans le projet sera bouclé et donc NRTV devait pouvoir continuer son activité. Et c'est une nouvelle dépense qui sera pérennisée dans le budget, donc je ne vais pas faire de promesses qui ne seront pas tenues. La prochaine étape, c'est donc le vote de Gland. Ce sera le 4 février. On peut être optimiste, Rodolphe? Absolument, absolument. À titre personnel, je ne vois aucune raison à ce que Gland s'oppose une fois que Nyon a donné son impulsion. Pour moi, c'est que des bonnes nouvelles maintenant pour cette chaîne et la diversité de la presse locale. Puisque vous êtes là, Rodolphe, on va vite parler encore de l'élection de la personnalité de la Côte. C'est la dernière ligne droite pour désigner le vainqueur parmi les finalistes. Je rappelle qu'il y a Laurent Perroton, Didier Loris, Stéphane Richard, les filles de la roulotte et puis le tandem Jacques Meunier et Daniel Rosla qui sont en lice. On n'a pas le droit de donner des tendances. Hein. Non, alors pas de tendance. Vote secret. Absolument, c'est plus sûr qu'un vote du pape à Rome. Donc ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a déjà 3000 votes, c'est-à-dire à cette heure-ci, déjà plus qu'au premier tour. Les votes sont ouverts jusqu'au 8 février. Le résultat sera donc prononcé le 11 lors d'une soirée publique à l'usine à gaz. Tout le monde est convié, c'est à partir de 19h. Mais pour les indiscrétions, eh bien écoutez, il faudra repasser. Eh bien rendez-vous donc le 11 février à l'usine à gaz, décidément, pour justement cette grande soirée gratuite, ouverte à tous. Et vous pouvez y participer en vous inscrivant sur le site du journal La Côte. Merci beaucoup, Rodolphe Henner, d'avoir été avec nous. La première pierre du complexe scolaire et sportif du Reposoir a été posée cette semaine. Des classes, un accueil pour les écoliers, une bibliothèque, une cantine scolaire, une salle omnisport et une piscine sont au programme. Ouverture prévue pour la rentrée 2018. Florian Cavalieri a assisté à cette étape symbolique du chantier. La première pierre du complexe scolaire et sportif du Reposoir a été posée ce mercredi. Cet ensemble est partie prenante de l'un des projets emblématiques et prioritaires du programme de législature de l'actuelle municipalité, la réorganisation scolaire nyonnaise. Nous sommes en train de construire une école secondaire, d'agrandir l'école secondaire de Maron. Nous sommes en train de rénover et d'agrandir le complexe scolaire du Couchon. Mais là, c'est vraiment une école nouvelle qui va permettre aux habitants du quartier, surtout à leurs enfants, de venir à l'école, mais aussi de prévoir l'augmentation de la démographie de la ville de Nyon. Cet ensemble comprendra 24 classes du 1er et 2e cycle primaire, des classes destinées donc à des écoliers de 4 à 12 ans, mais aussi une UAPE et un restaurant scolaire, de quoi permettre l'instauration de la journée à horaire continu. Les enfants viennent le matin, alors soit directement à l'école, soit les parents partent un petit peu plus tôt, les déposent à l'unité d'accueil pour écoliers. Ils suivent leurs cours, ensuite ils sont accueillis à midi, soit en unité d'accueil pour écoliers, soit au réfectoire. Ils retournent à l'école et puis ils peuvent ensuite, dans la fin de journée, faire du sport, se rendre à la bibliothèque avant de rentrer à la maison. Ici, le terme complexe n'est pas galvaudé, car outre ces salles de classe, cette UAPE, la bibliothèque et ce fameux restaurant, une salle omnisport triple et une piscine y seront aussi érigées. De nouvelles infrastructures bienvenues et très attendues à Nyon. En tout ce complexe, c'est 3 bâtiments. Un bâtiment côté Lausanne qui est situé Jura-Lac, qui comportera les 3 salles de gymnastique. Donc ces 3 salles de gymnastique triques qui permettent de faire des matchs haut niveau. Et ensuite, nous avons un bâtiment parallèle au lac qui lui comportera les salles de classe et l'UAPE et le restaurant scolaire. Et de nouveau un bâtiment orienté Jura-Lac qui sera la piscine ouverte au public et scolaire bien entendu aussi. Le coût global du projet du Reposoir, études et concours d'architecture compris, c'est 69 750 000 francs.
Plus largement, la construction ou l'agrandissement des 3 écoles prévues dans ce programme s'élève à 130 millions de francs. Un très gros dossier pour l'exécutif nyonnais, un dossier mené tambour battant. C'était effectivement un gros dossier, mais c'était surtout un gros défi en termes de timing, puisque nous avons commencé en 2011 et aujourd'hui on peut dire que les 3 premières écoles sont en début de chantier, voire une sera finie cet été, celle de Nyon-Marans. Il y a 3 ans, en 2013, les travaux débutaient à peine à l'entrée nord de Nyon. Depuis, tout un quartier a vu le jour et une partie du fameux aqueduc romain reliant Divonne à Novio-Dunum y a été découvert. Les parcelles agricoles ont désormais fait place à de nouveaux habitants, permettant ainsi à la ville de gagner quelques centaines d'âmes supplémentaires. Le Forum économique de Davos a pris fin la semaine dernière dans les Grisons. Il est toujours difficile de tirer un bilan objectif, clair et concis de cette manifestation. On a quand même voulu connaître le point de vue de l'un des plus grands syndicats basés à Nyon, celui d'Uni Global Union. Florian Cavalleri, on vous retrouve sur place. Vous êtes avec son secrétaire général. Philippe Jennings, bonjour. Bonjour. Vous revenez du 46e Forum économique mondial. Pourquoi un syndicat tel qu'Uni Global Union, qui revendique 20 millions d'affiliés à travers le monde, se doit d'être présent à ce rendez-vous économique mondial ? Le Forum économique mondial, c'est un grand carrefour pour le monde politique, gouvernemental, les hommes d'affaires, les entreprises et les académiciens. Et j'ai posé la question toujours, cet forum, c'est pas un forum valide et valable sans les voix des autres. Alors, c'était moi qui ai ouvert la brèche il y a plusieurs années pour être assuré que les syndicats sont présents, de revendiquer, de présenter leur analyse de la situation avec les ONG également. Nous avons changé la structure un peu de le Forum économique mondial pour être assuré que ça représente le monde. Moi, je représente le monde du travail. C'est pas un forum avec ce monde présent. L'économie est un sujet trop sérieux pour le laisser seulement aux grosses entreprises qui dirigent finalement le monde quelque part. Oui, il y a 2 mondes économiques. Il y a le monde de Wall Street qui n'est pas du tout réformé et il y a le monde de business réel. Alors, il y a toujours une sorte de conflit entre les deux. Et maintenant, le monde entier est en face d'une nouvelle révolution dans le monde du travail et le monde des entreprises et de nos sociétés, notre civilisation. Et ça, c'était le sujet de cette année. Et de parler de le futur sans nous, ça veut dire c'est un forum qui n'est pas représentatif de le monde réel. C'est ce qu'on avait reproché d'ailleurs au WEF durant toutes ces années, c'est d'être pas assez représentatif, de pas intégrer assez toutes les sensibilités. Cette année, il y a un thème, vous venez de le dire, qui s'en est dégagé. C'est la 4e révolution industrielle, la montée en puissance des nouvelles technologies qui risquent finalement de prendre le travail des humains. Oui, c'est ça. Alors, je ne sais pas si... C'est en anglais, hein? Le thème de le forum cette année, c'est la 4e révolution industrielle. Et c'est un thème relevant pour le monde du syndicalisme et le monde du travail. Alors, ils ont essayé de prendre un peu de distance de le problème d'actualité et de regarder avec une perspective de futur. Alors, eux, ils ont confirmé qu'il y a une révolution et il y a le changement profond dans nos sociétés, dans notre civilisation même, et surtout dans le monde du travail. On annonce 47% par exemple aux États-Unis d'emplois qui seraient menacés par la robotisation, par exemple des chaînes industrielles. Mais à votre avis, est-ce que cette 4e révolution n'a que des désavantages pour l'humain ou est-ce que le travailleur pourra en tirer parti? Il y a 2 choses. C'est la question de la qualité de vie et la qualité de connectivité pour notre planète. Et il y a le problème des conséquences de cette révolution. La première observation, conséquence sur le monde de travail, dramatique et profonde. La recherche que vous avez mentionnée, c'est une étude sur 700 professions différentes. Ils ont posé des questions. Est-ce qu'il y a une sorte de cannibalisation de le contenu de le travail et la quantité de travail? Ils ont tiré la conclusion 1 sur 2 places de travail menacées
par la nouvelle révolution. Il y a d'autres études qui confirment la même tendance. Même le World Economic Forum, dans cet livre, ils ont parlé de le chômage, 5 millions de places qui existent menacées par la technologie au futur. Alors ça nécessite une profonde réflexion sur la politique dans le monde du travail. Il y a également un autre monde, dans le sens qu'ils ont parlé beaucoup de la robotisation, de la présence ici dans le futur, de le robot sur la place de travail, dans la maison et dans la société. Alors, il y a un énorme investissement d'améliorer la performance des robots. Alors, hier, il y a une application, une application qui s'appelle AlphaGo, qui est un robot qui peut jouer le jeu chinois Go. Et le robot a gagné contre l'humain, qui est le champion d'Europe, comme le robot, comme les Artificial Intelligence Watson a gagné contre Kasparov. Alors, il y a une énorme avance dans la technologie. Il y a une réglementation de Moore. Moore's Law s'appelle qu'il y a une croissance exponentielle dans la capacité de la technologie et la possibilité de remplacer pas uniquement l'humain, mais dans plusieurs domaines. Alors, connectivité, c'est bon. Application dans un sens démocratique, parce qu'il y a beaucoup plus de transparence, très bien. Application dans le monde de santé, beaucoup de potentiel. Dans le monde de transport, potentiel. Pour trouver les nouvelles solutions, il y a le potentiel, mais il faut faire un choix. Nous avons en face de nous un nouveau spécie de robots qui a la même capacité d'un humain de parler, de réflexion, qui sont des robots dotés d'un libre arbitre. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. Ça, c'est une question d'existentialisme pour notre spécie et comment on va intégrer des robots dans notre vie. Alors, c'est tout à fait une autre histoire. J'ai rencontré 4 grands académiciens de 4 universités. En quelques mots, parce qu'on arrive au terme de cet entretien. Et eux, ils ont dit, c'est pas peut-être pas aujourd'hui, mais demain, ça va être réalisé. Alors, comment on peut encadrer ça? Quelle sorte de régulation, quelle sorte de morale et quelle sorte d'éthique? Et l'actualité, c'est Uber. Uber qui veut tout remplacer avec aucun sens social. Alors, ça pose des questions emploi et la relation d'emploi, la qualité de vie, le niveau de vie et la chance de faire une vie dans le monde du travail qui va être profondément touché par Uber aujourd'hui et par le robot dans le futur. C'était une des questions notamment du forum que vous avez organisé, Uniglobal Union, économie mondiale et commerce local. Philippe Jennings, je m'imagine que c'est la suite de votre combat et que vous serez là l'année prochaine pour le 47e forum économique mondial pour défendre vos positions. Merci beaucoup d'avoir participé à cet entretien. Thank you. Merci beaucoup. Et on va maintenant vous parler du Music Video Contest avec 2 invités qui sont sur ce plateau. May Fatan, réalisatrice et organisatrice de ce concours, bienvenue. Et Patrick Dalzell, le chanteur du groupe Alice Roosevelt, qui est le lauréat de ce concours. Allez, pour commencer, juste ce concours, comment fonctionne-t-il? Quel est le but? Alors le fonctionnement est assez simple en fait, c'est que j'organise un concours qui permet au groupe de s'inscrire et celui qui remporte le concours gagne la réalisation de son clip et une date aux hivernales. Comment vous choisissez un groupe? Quels sont les critères? Il y a plusieurs, pas vraiment de critères spécifiques, mais ça fonctionne sur le vote du public qui détermine 50% de la note et le vote du comité interne. Patrick Dalzell, vous êtes donc le lauréat cette année avec votre groupe. Comment est-ce que vous avez réussi à séduire le jury, à votre avis? À mon avis, c'est la photo qui a tout fait. On a un charme fou dans le groupe. Non, là, on a eu beaucoup de chance. Bon, on était déjà évidemment surpris de gagner le concours. Après, on a eu beaucoup de chance au niveau que ce soit l'entourage ou tous ceux qui nous suivent sur Facebook, par exemple, qui ont soutenu le truc et qui ont apporté des likes et d'autres choses dans cet esprit, qui ont partagé notre musique. Et j'imagine que le fait que la musique soit mise en avant comme ça dans la région, ça a été un pas en avant pour la séduction du jury. Qu'est-ce que ça représente pour vous, ce prix?
Ça représente beaucoup de choses. Déjà, c'est chouette la tournure de comme ça, enfin, de l'événement, comment ça se profile. Ensuite, ce que ça nous a représenté surtout, c'était une deadline, dans le sens où ça fait 1 an qu'on travaille sur le projet, et il y a quelques mois, il y avait ce concours, donc on s'est porté candidat. On a eu la chance de gagner, et il y avait justement cette date, donc aux hivernales, et ce clip qui allait sortir, et qui vont sortir. Du coup, pour nous, c'était, voilà, le 18, tout ce travail de ce qu'on a fait d'1 an, il faut qu'on sorte quelque chose, et il faut qu'on avance. Alors, vous allez justement tourner un clip, c'est pas encore fait, vous allez le faire prochainement, c'est l'un des, c'est finalement le prix de ce concours. Vous voulez pas trop en parler, hein, ça reste un peu secret, on saura tout aux hivernales, c'est ça? Alors, secret, c'est un grand mot, mais c'est vrai qu'on tourne du coup pendant 3 nuits dans les environs d'Yverdon, et on a fait le choix pour ce projet de faire un clip qui soit entièrement en court-métrage. Donc on n'aura pas le plaisir de voir le charme fou de musiciens à l'écran. Mais du coup, ça permet de travailler sur un format qui est plus intéressant, je pense, et qui va apporter beaucoup de choses à la musique. Alors, on pourra le découvrir en avant-première aux hivernales? Le 18 février, à la Parenthèse. Et vous serez aussi sur scène, hein, du coup? Ah oui, mais alors ça, il faudra venir. Nous, on invite les gens à venir nous découvrir donc le 18 pour notre tout premier concert sous le nom de Alice Roosevelt. Ça sera donc le 18 aux hivernales. Ensuite, on invite aussi les gens à venir nous aimer sur Facebook et d'autres liens sociaux ou Internet pour avoir plus d'actualité sur les prochains concerts à venir et l'avenir du groupe. Merci beaucoup. On se réjouit de découvrir ce clip. Peut-être que vous reviendrez pour nous en parler une fois qu'on l'aura vu, et on pourra en discuter. Merci beaucoup. Et puis, on va encore parler de l'usine à gaz dans cette émission, décidément, parce qu'il s'en passe des choses dans ce lieu, avec le cœur de l'usine à gaz qui se produit ce week-end, nouveau spectacle. On a tous quelque chose de Johnny, allusion évidemment à Johnny Hallyday. Anne-Catherine Crisinel-Mers, vous faites partie de ce chœur. Bienvenue à vous également. Est-ce qu'il faut être fan de Johnny pour venir à ce spectacle? Alors je dirais que les fans vont avoir du plaisir, mais ceux qui ne sont pas fans, ça va leur permettre de le découvrir autrement, et je pense que c'est peut-être même plus intéressant si on n'est pas fan. Pourquoi avoir choisi Johnny et tout son répertoire? Bon, alors, c'est vrai que ces dernières années, on a beaucoup travaillé les Français, des chants peut-être un peu plus faciles, je dirais. Et puis notre chef de chœur, elle avait envie de nous pousser un peu plus loin dans nos retranchements et de dire, là, on va aller un peu au-delà, puisqu'on ne cherche pas à l'imiter. Hein, on a travaillé pendant plus d'1 année à chercher Johnny en nous. Donc c'était une démarche artistique assez complexe, parce que moi, je n'avais pas grand-chose de Johnny en moi, par exemple. Donc elle a eu envie d'aller un bout plus loin avec nous et puis de nous proposer ce personnage. Beaucoup de gens connaissent évidemment Johnny, ses plus grands succès. C'est facile de reprendre du Johnny Hallyday, de l'interpréter à sa propre manière. Alors on a passé beaucoup de temps à le regarder, à l'écouter, et puis à essayer justement de se l'approprier. Non, c'est pas facile, mais c'est intéressant. Donc ce week-end à l'usine à gaz, les 12 et 13 février également au Casino à Rolle. Un mot sur le cœur de l'usine à gaz. Vous choisissez délibérément un répertoire plutôt moderne, hein. Vous n'êtes pas un chœur classique. Non, alors tout à fait. On choisit un répertoire en général français, mais pas uniquement. Et on se met en scène chaque fois. On n'est pas dirigé par la chef de chœur, donc on est un chœur vivant, je dirais. Eh bien, on suivra ça avec beaucoup d'attention. Plein succès pour ces quelques représentations donc à l'usine à gaz ce week-end. Et puis, 12-13 février, le Casino à Rolle. On a tous quelque chose de Johnny par le cœur de l'usine à gaz. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dans un instant, le débat où il sera donc encore question de l'usine à gaz. La page Facebook de NRTV est également à votre disposition pour revoir toutes nos émissions, tout comme notre site internet. Très belle suite de programmes à vous et à très bientôt.